in innovation for the last 25 years. We had a very good agreement in Paris in December. Je me suis tue pour protéger mes enfants. Une seule une phrase simple, presque murmurée, mais qui a traversé la France comme une déflagration. À 72 ans, Ségolène Royal venait enfin de briser un silence vieux de plusieurs décennies. Et soudain, tout le pays s'est arrêté. Comment une femme qui a affronté les tempêtes politiques, les humiliations publiques et les amours déchirés avait-elle pu porter seule un secret aussi lourd? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'y avait-il derrière cette dignité qui semblait inébranlable? Ce jour-là, devant les caméras, il n'y avait pas l'ancienne ministre, ni la candidate à la présidentielle, ni la figure politique qu'on croyait connaître. Il n'y avait qu'une femme. Une femme face à sa propre histoire, face aux regrets et aux années engouffrées dans une retenue presque surhumaine. Sa voix ne tremblait pas. Elle ne cherchait ni la vengeance, ni la pitié. Elle disait simplement la vérité. Une vérité qu'elle avait longtemps ensevelie sous les masques du devoir, de la pudeur et du courage silencieux. Car oui, pendant plus de 20 ans, Ségolène Royal s'est imposé un mutisme que peu d'êtres humains auraient pu supporter. Elle a vécu les rumeurs, les trahisons, les commentaires perfides, les photos volées, sans jamais répondre. Elle avançait droite, presque trop droite, tandis que ses blessures se cachaient derrière un sourire maîtrisé. Pour la France, elle n'était que cette femme forte, sûre d'elle, parfois jugée distante, parfois admirée. Mais personne ne voyait l'envers du décor, personne ne voyait la solitude que cette force imposée exigeait. Quand elle lève les yeux et dit « Je ne voulais pas détruire ce que nous avions construit », un frisson parcourt l'assemblée. Car c'est là que tout bascule. On comprend que derrière le silence, il y avait un amour déçu, un couple mythique consumé par la politique, une mère qui a choisi de souffrir dans l'ombre pour protéger ses enfants de l'ouragan médiatique. Ce n'est pas une confession amère, c'est un acte de libération, un souffle après des années d'apnée. Le plus bouleversant, c'est peut-être l'aplomb avec lequel elle parle. Pas de larmes, pas de colère, juste la lucidité douce amère de quelqu'un qui a survécu à tout. Elle ne cherche pas à réécrire le passé, elle cherche seulement à en donner un sens, et peut-être, au passage, à rappeler à ceux qui l'ont tant jugé qu'il existe des douleurs qui ne se montrent jamais, des combats silencieux que personne ne voit. Le public découvre alors ce qui avait toujours été invisible, l'intérieur d'une femme qui a préféré perdre en silence plutôt que gagner avec fracas. Une femme qui, pendant que la France spéculait sur sa vie privée, tentait simplement de ne pas s'effondrer. Son silence n'était pas un renoncement, c'était une résistance. Une manière de rester digne dans un monde qui trop souvent dévore ceux qui osent montrer leurs failles. Et c'est précisément ce contraste entre la tempête intérieure et la façade impeccable qui fascine aujourd'hui les Français, car derrière l'image de la politicienne de fer vivait une femme qui se battait pour ne pas détruire ce qui lui restait, l'amour de ses enfants, le respect de son histoire, la dignité qu'elle avait toujours portée comme une armure. Ce premier aveu n'est que le début d'un voyage bouleversant. Pour comprendre pourquoi ce silence a duré si longtemps, il faut remonter aux origines, là où tout a commencé, là où se forge la force, et parfois les blessures. Avant de devenir l'une des femmes les plus observées de France, Ségolène Royal fut d'abord une enfant silencieuse dans une maison où les émotions n'avaient pas leur place. Née à Dakar, au sein d'une famille militaire, où l'autorité se respirait comme l'air chaud du matin, elle grandit sous le regard sévère d'un père qui croyait que la discipline était la seule boussole valable. On n'y riait pas beaucoup, on ne se plaignait jamais. Là-bas, dans cette enfance contenue, elle apprit très tôt à se tenir droite, à maîtriser ses gestes, à avaler ses larmes. Une école de rigueur qui allait, sans qu'elle le sache, façonner toute sa vie. Quand d'autres petites filles rêvaient de contes, elle rêvait d'études, de liberté d'ailleurs. Elle voulait comprendre le monde, y trouver sa place sans jamais dépendre de personne. Et peut-être déjà voulait-elle prouver à ce père inaccessible qu'elle pouvait devenir plus forte que les limites qu'il lui imposait. Cette détermination silencieuse devient son moteur. Elle quitte le cocon familial comme on quitte un champ de bataille, épuisée mais debout. Elle entre à Sciences Po, puis à l'ENA, ce temple de l'élite républicaine où se croisent ambition,
intellect et avenir politique. Dans les couloirs feutrés de cette institution redoutée, tout semblait possible. Ou presque. Car si Ségolène s'y distingue rapidement par sa ténacité et son regard vif, elle reste marquée par cette pudeur héritée de l'enfance, cette façon d'observer beaucoup et de parler peu, une qualité que certains prennent pour froideur, mais qui chez elle n'est que la trace d'une vie où l'on n'avait pas le droit d'être fragile. C'est précisément dans ce décor studieux qu'elle rencontre François Hollande, un jeune homme brillant, drôle, plus léger qu'elle, doté de ce charme discret qui fait tomber les barrières. Là où elle était rigueur, lui était fluidité. Là où elle avançait en droite ligne, lui savait contourner les obstacles en souriant. Leur complicité fut immédiate, presque évidente, comme deux pièces d'un même puzzle que rien ne prédestinait à s'assembler. Pourtant, ils se reconnaissent, ils se choisissent. Deux esprits ambitieux, deux caractères différents mais complémentaires. Ils tombent amoureux loin des projecteurs. Un amour simple, fait de discussions tardives, de cafés partagés, de rêves échangés à voix basse. Elle, avec sa volonté de faire. Lui, avec son humour parfois désarmant. Ensemble, ils imaginent une vie d'engagement, de service public, de combat à mener côte à côte. Ils veulent changer la France, un idéal qui les unit plus que tout. Leur relation se construit lentement mais sûrement. Ils se soutiennent, s'admirent, se poussent mutuellement à aller plus loin. Pour la première fois, Ségolène se sent vue non pas comme une élève modèle, mais comme une femme capable de briller à sa manière. François essaie qu'elle est le premier à percevoir la force tranquille qui sommeille en elle. Et elle découvre en lui un compagnon capable de l'apaiser, de la faire rire, de briser les murs hérités de son enfance. Très vite, ils deviennent ce couple que tout le monde observe sans vraiment comprendre. Deux destins parallèles qui se rejoignent, deux trajectoires qui s'enlacent pour former une équipe solide. Ensemble, ils bâtissent leurs premières ambitions politiques. Ensemble, ils affrontent les premiers défis. Ensemble, ils apprennent que l'amour peut se nourrir de l'adversité, mais qu'il peut aussi s'y perdre. Car si leurs caractères s'accordent, leurs ambitions commencent aussi à s'entrechoquer. Ils veulent tous deux réussir, tous deux exister dans le même univers politique, un univers où la lumière est rare et les ombres nombreuses. Mais à ce stade, rien ne laisse présager les fissures à venir. Ils avancent, confiants, avec la certitude naïve que leur amour tiendra bon face aux tempêtes. À ce moment-là, personne n'imagine encore que ce couple prometteur va devenir l'un des plus observés de France, ni que derrière cette ascension partagée se prépare une chute douloureuse. Pendant près de 30 ans, Ségolène Royal et François Hollande ont avancé côte à côte, comme deux athlètes partageant la même course, mais qui, au fil du temps, ne courent plus dans la même direction. Leur vie s'est construite dans les couloirs du pouvoir, sous les néons des plateaux télévisés, dans les voitures de campagne, dans les soirées électorales où l'on sourit même quand on a envie de tomber. Tout semblait soudé, presque indestructible. Et pourtant c'est dans cette routine politique, dans ce tumulte constant, que les premières fêlures ont commencé à apparaître. Ils ont connu des victoires éclatantes, des revers humiliants, des lendemains d'élections où la fatigue se mêle à une étrange euphorie. 4 enfants naîtront de cette union, 4 preuves d'un amour qui semblait tenir tête au monde entier. Sur les photos, ils sourient, portés par cette complicité forgée dans les défis. Mais derrière chaque instant de gloire se cache la réalité invisible des sacrifices privés. Car en politique, rien n'est gratuit. Chaque ambition a un prix. Chaque ascension demande une part d'eux-mêmes qu'ils n'ont jamais vraiment récupérée. Au début, Ségolène accepte cette vie effrénée. Elle y trouve son énergie, son terrain de jeu, son sens. Mais petit à petit, quelque chose se modifie. Les regards se font plus distants, les discussions deviennent plus techniques, moins tendres, les soirées de travail s'allongent, les confidences se font plus rares. Dans un couple, ce sont rarement les cris qui font le plus de mal. Ce sont les silences. Et chez eux, ces silences commencent à s'installer, d'abord timidement, puis avec une régularité presque inquiétante. Certains proches racontent que la politique dévore tout, qu'elle transforme les êtres, qu'elle impose une tension constante, qui finit par étouffer les relations les plus solides. Chez eux, cette pression s'infiltre dans chaque fissure, dans chaque sujet qu'on évite, dans chaque sourire forcé devant les caméras. Ségolène sent que quelque chose échappe, que leur partenariat autrefois fluide devient fragile. Elle le voit dans les gestes de François,
dans son regard parfois ailleurs, dans cette façon étrange d'éviter certaines conversations. Elle ne sait pas encore ce que cela signifie, mais elle pressent, avec cette intuition fine des femmes blessées, que quelque chose se brise. Pourtant, en public, elle reste droite, impeccable, presque irréprochable. On la voit ferme dans ses convictions, brillante dans ses prises de parole, solide dans ses responsabilités. Personne n'imagine la tempête privée qui gronde dans l'ombre. Elle est devenue un pilier de la vie politique, une femme qu'on admire autant qu'on craint, mais plus sa stature publique grandit, plus son monde intime s'effrite. Les rumeurs commencent à circuler, comme toujours en politique. On murmure que François s'éloigne, qu'il se confie à d'autres, qu'il n'est plus vraiment là. Elle entend ces bruits, mais ne dit rien. Elle les avale comme elle a avalé tant de choses dans son enfance, en silence, avec cette dignité presque douloureuse. Peut-être espère-t-elle que ça passera, que ce n'est qu'une période. Peut-être refuse-t-elle de voir ce qui se prépare dans l'ombre. Le plus tragique, c'est que la France, elle, ne voit que le couple politique brillant, cette alliance presque parfaite capable de déplacer des montagnes. Peu savent que, chez eux, les dîners se font plus courts, les nuits plus longues et que les regards se croisent sans vraiment se rencontrer. Ce qui les unissait autrefois, la passion pour la France, la volonté de transformer le pays, l'ambition partagée, devient soudain un champ de concurrence. Leurs carrières respectives les propulsent vers des horizons qui ne se rejoignent plus. Chacun avance, mais plus ensemble. Dans la maison familiale, les objets restent en place, mais l'amour, lui, a commencé à se déplacer. Et ce déplacement-là est invisible, insidieux, implacable. La fracture est là. Pas encore avouée, pas encore explicite, mais bien réelle. Une année que la France entière garde en mémoire. Mais pour Ségolène Royal, cette année-là n'a pas seulement marqué l'histoire politique, elle a brisé une partie de sa vie. Elle se lance dans la course présidentielle avec l'énergie d'une femme qui a passé 30 ans à se battre pour exister dans un monde qui ne voulait pas toujours d'elle. Mais ce que personne ne sait, c'est que lorsqu'elle se tient sous les projecteurs, seule, derrière son pupitre, son cœur est déjà fissuré. Elle le sent. Depuis des mois, François Hollande s'éloigne. Pas brusquement, pas violemment. Non, ce serait trop simple. Il s'éloigne dans les silences, dans les absences, dans ces gestes minuscules qui en disent long. Un regard qui se détourne trop vite, une conversation interrompue, une complicité qui ne revient plus. Ségolène, elle, continue d'y croire. Parce qu'elle doit y croire. Parce qu'on ne peut pas monter une campagne présidentielle tout en admettant que l'amour s'effondre à la maison. Alors elle avance. Droite, inébranlable. Les Français la voient forte, sûre d'elle, offensive. Ils applaudissent son courage, sa ténacité, sa capacité à affronter Nicolas Sarkozy avec un aplomb presque déroutant. Mais ce qu'ils ne voient même pas, ce que personne ne voit, c'est la douleur qu'elle cache sous cette armure impeccable. Chaque soir, après les meetings, elle rentre dans une maison où plane une absence trop lourde pour être ignorée. Et au petit matin, elle repart au combat, maquillant son cœur autant que son visage. Puis vient le débat présidentiel, ce moment suspendu où toute la France retient son souffle. Elle est brillante, maîtrisée, déterminée. Mais derrière son regard assuré, une vérité poignante se cache. Elle sait, au fond, que François n'est plus vraiment avec elle, que leur histoire se défait, lentement mais sûrement. Et pourtant, devant des millions de téléspectateurs, elle reste d'une dignité exemplaire. Un conseiller dira plus tard « Elle ne pleurait pas, elle n'en avait pas besoin. Ses yeux parlaient pour elle. » La trahison, à ce moment-là, n'a pas encore éclaté au grand jour. Mais elle est déjà là, tapie dans chaque recoin de sa vie. Dans les couloirs, on murmure. Dans les rédactions, on enquête. Dans les dîners politiques, on échange des regards entendus. Elle encaisse. Elle transforme chaque humiliation en silence. Car elle comprend que le moindre mot, la moindre faiblesse pourrait devenir une arme contre elle, contre sa campagne, contre ses enfants, contre elle-même. L'année 2007 n'est pas seulement celle de la défaite électorale, c'est celle de la défaite intime. Cette défaite qui ne se voit pas dans les urnes, mais qui marque une vie entière. Quand les caméras s'éteignent, quand les applaudissements se dissipent, Ségolène reste seule face à une réalité implacable. L'homme avec qui elle a partagé 30 ans ne partage plus sa vie, ni ses rêves, ni son avenir. Et le pire, c'est qu'elle ne peut rien dire. Rien. Pas une plainte, pas un reproche,
pas une larme publique, parce qu'une femme politique n'a pas le droit de vaciller, parce qu'on pardonne tout aux hommes, mais qu'à une femme, surtout une femme ambitieuse, on pardonne rarement la fragilité. Alors elle se tait, encore, toujours. Elle serre les dents, comme elle l'a appris dans son enfance. Elle transforme sa douleur en droiture, son humiliation en force. Ce silence devient une cuirasse, une posture, une survie. Lorsque enfin les médias dévoilent ce qu'elle pressentait depuis longtemps, la nouvelle relation de François Hollande, c'est comme si une herse tombait. Le scandale éclate, les journalistes s'agitent, les regards se tournent vers elle, attendant une réaction, une protestation, une colère. Mais elle ne leur donne rien. Rien. Elle refuse de transformer sa vie en spectacle. Elle refuse d'offrir sa souffrance en pâture. Elle refuse d'abîmer ses enfants davantage que ce que la vie leur impose déjà. C'est peut-être là, dans ce refus tenace, que se révèle la véritable grandeur de Ségolène Royal. Car se taire parfois demande plus de courage que de hurler. Après 2007, une nouvelle vie s'ouvre pour Ségolène Royal. Une vie plus silencieuse, plus dépouillée, presque étrangère à celle qu'elle a connue pendant 30 ans. La France continue de parler d'elle, de débattre de ses choix, d'analyser ses moindres gestes. Mais au fond d'elle-même, quand quelque chose s'effondre. Le fil intime qu'elle partageait avec François Hollande est rompu, et avec lui, la part de stabilité qu'elle croyait acquise. Pourtant, elle ne laisse rien paraître. Elle continue de marcher, droite, presque immobile dans la tempête. Les mois qui suivent sont marqués par une étrange dualité. Publiquement, elle assure, elle maîtrise, elle répond aux interviews avec cette sérénité qui force le respect. Privément, elle habite une solitude profonde, un silence qui résonne dans chaque pièce de sa maison. Les soirs d'hiver, lorsqu'elle rentre tard après un déplacement, elle enlève son manteau dans un couloir vide et ce simple geste lui rappelle tout ce qu'elle a perdu. Il n'y a plus de complicité à retrouver, plus de regards familiers pour partager la fatigue du jour. Seulement ce vide, ce silence qui maintenant l'accompagne partout. Mais ce silence, justement, devient une sorte de discipline salvatrice. Elle l'apprivoise, comme on apprivoise une douleur lancinante qu'on ne peut pas fuir. Elle lit beaucoup. Camus, Beauvoir, Duras. Elle cherche dans leurs mots de quoi comprendre sa propre chute, de quoi reconstruire patiemment son identité. Les phrases des autres deviennent des béquilles. Les longues promenades nocturnes dans son jardin deviennent un rituel. Là, dans l'obscurité, elle respire enfin. Elle marche lentement, laissant la fraîcheur de l'air apaiser le tumulte intérieur. Chaque matin, elle se répète la même phrase. Elle reste droite, ne tombe pas. Non pas par orgueil, mais par instinct de survie, car elle sait que le monde politique n'attend qu'un signe de faiblesse pour la dévorer. Elle comprend aussi que ses enfants, malgré leur âge, ont besoin d'une mère solide, d'un phare dans la tempête. Alors elle se tient debout. Même lorsqu'elle vacille intérieurement, elle ne laisse rien paraître. Pour beaucoup, ce comportement passe pour de la froideur. En réalité, c'est une armure forgée au prix de toutes ses cicatrices. Puis vient l'épreuve la plus dure, s'habituer à la nouvelle vie de François Hollande, dévoilée au grand jour. Les journaux publient des photos, les plateaux télé commentent, les rumeurs se transforment en certitudes, les certitudes en analyse publique. Tout le monde a un avis, tout le monde parle, mais elle, encore une fois, se tait, non par résignation, non par faiblesse, mais parce qu'elle sait que répondre reviendrait à ouvrir une porte que l'on ne referme jamais. À cette époque, un proche raconte « On la voyait arriver. Impeccable. Elle souriait, mais ses yeux disaient tout le contraire. » Oui, ses yeux parlaient. Ils portaient dans la fatigue d'une femme qui a enduré l'humiliation la plus intime tout en continuant de marcher comme si rien ne la touchait. Et pourtant, dans ce chaos, elle trouve quelque chose d'essentiel, la lucidité. Elle commence à comprendre que le silence qu'elle garde n'est pas seulement une protection, mais une forme de puissance intérieure, une manière de reprendre le contrôle d'une histoire que d'autres tenter d'écrire à sa place. Elle se plonge alors dans l'écriture, pas pour publier, pas pour convaincre, mais pour se retrouver. Dans ses carnets, elle note « L'amour ne disparaît pas, il se transforme ». Ou encore « Le silence est une intelligence, une résistance ». Chaque phrase devient un fil auquel elle s'accroche pour remonter à la surface. Peu à peu, elle reconstruit son monde, non plus autour d'un homme, mais autour d'elle-même. Cette période, qu'elle qualifiera plus tard de « renaissance lente », est peut-être la plus importante de sa vie, car elle y découvre une vérité inattendue. On peut survivre à l'humiliation, à la solitude, à la perte, si l'on accepte de regarder sa douleur en face et de la transformer. À La Rochelle,
Loin des projecteurs et des intrigues politiques, Ségolène Royal retrouve ce qu'elle avait perdu depuis longtemps, la liberté de respirer. Sa maison est simple, baignée d'une lumière douce qui traverse les matinées océanes. Ici, plus besoin de jouer un rôle, plus besoin d'être impeccable. Elle jardine, elle lit, elle écrit. Elle marche sur le port comme une femme redevenue anonyme, et pourtant plus entière que jamais. On dit souvent que les grandes renaissances naissent dans le silence. La sienne en est la preuve vivante. Le bruit de la politique s'estompe. Les blessures anciennes cessent de brûler. Elle apprend à savourer les petites choses, l'odeur du café, le vent salé, la chaleur d'un livre en les mains. Cette vie-là n'a rien de spectaculaire. Et pourtant, elle est l'aboutissement d'un long combat intérieur. Au fil des années, quelque chose change dans son regard. Il n'y a plus la dureté d'autrefois, cette tension permanente qu'exigeait la survie politique. À la place, une clarté sereine, presque désarmante. Les gens qui la croisent le sentent, elle n'a plus rien à prouver. Elle parle moins vite, écoute davantage, choisit ses mots comme on choisit des pierres précieuses. Le temps l'a affinée au lieu de la briser. Quand elle intervient désormais en conférence, ce n'est plus pour convaincre, mais pour transmettre. Elle parle d'écologie, de justice sociale, de responsabilité collective. Et surtout, elle parle du courage discret, celui dont personne ne parle, celui qu'on ne célèbre jamais, le courage de rester digne quand tout pousse à s'effondrer. Un jour, lors d'un débat sur la place des femmes en politique, elle dit simplement « En amour comme en politique, on peut perdre beaucoup, mais il ne faut jamais perdre son âme. » La salle reste silencieuse. Tout est dit. Son histoire dépasse aujourd'hui la politique. Elle touche à quelque chose de profondément humain. La façon dont une vie peut se reconstruire malgré la trahison, la solitude, la douleur. Ségolène Royal est devenue un symbole, celui d'une femme qui a transformé son silence en force et sa défaite en sagesse. Et peut-être est-ce là sa véritable victoire. Elle a trouvé la paix. Une paix que rien ni personne ne peut désormais lui retirer. Dans un monde où chacun parle trop vite, sa vie pose une question essentielle. Et si la véritable force n'était pas de crier, mais de savoir se taire? Si cette histoire vous a touché, alors n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et surtout, dites-moi en commentaire. Pour vous, le silence est-il une faiblesse ou une puissance?